Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Aujourd'hui, je te présente un nouvel épisode de Kickstarter 101 Ornat. Je reste dans le Ornat et je te présente le fameux jeu Concordia, qui est un jeu euro de gestion de ressources, presque du deck building, mais pas tout à fait. C'est un jeu qui peut aller, je pense, jusqu'à 5 joueurs. On dit environ 90 minutes pour une partie. C'est très réaliste comme temps de jeu. Fait que qu'est-ce que Concordia? C'est un jeu de commerce dans la Méditerranée. Fait qu'un jeu très original au niveau de sa thématique. Ça va te rendre complètement fou. Donc, on est des Romains qui se promènent dans l'Europe, un petit peu en Asie, un petit peu dans le nord de l'Afrique, et qui vont essayer d'établir des colonies, récolter des ressources, déployer plus de maisons de commerce, plus de colons pour ramasser plus de ressources et ainsi marquer des points de victoire. La mécanique est principalement une mécanique de gestion de main de cartes avec un petit aspect de deck building à l'intérieur. C'est un jeu qui a des excellentes critiques. Est-ce que, selon moi, il survit bien à ses critiques? Allons voir. Fait que je commence par t'expliquer comment on installe le jeu, comment on y joue, et je reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, on va commencer avec la mise en place individuelle. Chaque joueur a un petit plateau de jeu individuel comme ça, qui est sa réserve, ses entrepôts, en quelque sorte. Il y a 12 cartes sur les entrepôts, il y en a 10 de déjà utilisés en début de partie. On va avoir, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit un petit peu mieux. On va avoir ses propres pions personnels. Il y en a 4 qui vont commencer sur le plateau en début de partie. Fait qu'on a 2 voyageurs terrestres, on a 2 bateaux qui vont prendre les 4 premiers espaces. Chaque joueur va avoir 6 pions. Donc un 3e terrestre et un 3e maritime, mais il y en a 2 qui vont commencer sur le plateau de jeu. On va voir ça dans quelques instants. Ça, c'est les 4 premières choses. Chaque joueur va également commencer avec une série de ressources. On va commencer avec 2 nourritures, un outil, un vin, une soie et une brique, avec les petits jetons personnalisés comme ça, qu'on va placer également. Là, c'est pas important, c'est où, en autant que ça soit dans notre réserve. La dernière chose que je vais dire sur le plateau personnel, c'est qu'on a un rappel de la valeur des ressources juste en haut. Fait qu'on voit que soie vaut plus que vin, qui vaut plus qu'outil, qui vaut plus que blé, qui vaut plus que brique. Ça va être important dans la mise en place dans quelques instants. Les joueurs viennent également avec un deck de cartes personnalisé. On n'a pas besoin de les brasser dans ce jeu-là, qu'on fait juste les regarder. Les cartes ont différentes couleurs dans le bas, différentes valeurs, différents effets. On va tout revenir là-dessus dans quelques instants. Et chaque joueur vient avec 15 maisons. Fait qu'on va aller se placer ça près de notre zone de jeu. Quand ça c'est fait, on va aller à la mise en place du plateau principal qui ressemble à ceci. Avoue que si tu n'as jamais joué, juste en voyant le plateau, ça te donne le goût de jouer. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est que les joueurs vont aller placer leurs pions sur le plateau principal. Ils vont commencer dans la ville de Rome. Tu vas voir également que Rome, c'est la seule ville qui n'est pas associée avec une ressource en début de partie. C'est là que chaque joueur va commencer. Fait qu'on place les 2 pions qui restent sur la ville de Rome. Chaque joueur fait ça. Tu vois que je suis en train d'installer une partie à 2 joueurs. Ensuite, on va aller placer les différentes ressources sur le plateau. Il y a 2 zones où il faut que je place des ressources. Il y a sur le plateau en tant que tel ici, et il y a sur la zone de production qui est en haut à gauche ici. Sur le plateau, la façon que ça marche, c'est que toutes les villes du plateau sont identifiées avec certaines lettres. A, B, C ou D. Les D sont où? Il me semble qu'il y en a un coin ici, c'est ça. J'ai un D ici, j'ai des A ici. Fait que la façon dont on va faire notre mise en place, c'est qu'on va prendre tous les jetons comme ça, on va les mettre face cachée, on va les brasser par lettre. Et on va tout simplement les distribuer en les révélant au fur et à mesure qu'on les place sur les différentes villes. Quand ça est terminé, ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Fait que chaque ressource est distribuée de façon quand même assez équitable entre les différentes zones du plateau, étant donné que les villes et les ressources sont divisées entre ces différentes lettres-là aussi. Quand ça c'est fait et que chaque ville a sa ressource qui est associée, il y a 30 jetons à distribuer, ça c'est en passant. On va aller préparer notre petite zone en haut à gauche de production. Ça, pour la préparer, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille voir, tu vois que les différentes zones sont divisées en couleurs. Ici, par exemple, j'ai la Gaule en bleu, j'ai l'Italie qui est en vert pâle, j'ai la Libye qui est en mauve, j'ai l'Espagne ici qui est en orange. Chaque zone a différentes villes, 2 ou 3 villes. Je suis pas sûr, je pense qu'il n'y a pas de zone qui a 4 villes, c'est toujours 2 ou 3 villes. Et on va aller voir quelle est la ressource la plus onéreuse, celle qui vaut le plus cher dans cette zone-là. Par exemple, en Espagne ici, si je me fie à ce que j'avais sur mon petit plateau, comme ça ici, je vois qu'en Espagne, c'est le vin
qui est la ressource la plus dispendieuse, alors qu'en Gold aussi, ce sont les outils. En Bretagne, c'est également les outils qui sont la zone la plus dispendieuse. Fait que je vais avoir ce petit travail-là à faire et on va aller placer des jetons dans cette zone-là en haut à gauche, selon la ressource qui est la plus dispendieuse dans chacune des zones. Si j'ai une ville qui est à cheval en deux zones, je ne suis pas tout à fait certain dans quelle zone elle va, ben on va me l'indiquer ici avec les points rouges, c'est quelle ville qui compte dans chacune des zones. Fait qu'on va aller voir, en Bretagne, j'ai mes outils, en Gaule, j'ai des outils également, en Espagne, j'ai du vin, qui est ma ressource la plus dispendieuse. Puis je fais la même chose dans chacune des zones. J'ai 12 zones à placer, donc 12 ressources à placer pour voir laquelle est la ressource la dispendieuse dans chacune des zones. Quand ça c'est fait, ben, il va juste me rester, comme mise en place générale, à aller placer le deck de cartes qui est dans le haut du paquet. Ce deck de cartes-là, tu vois, je l'avais déjà préparé. Il va falloir que je commence par enlever du deck de cartes toutes les cartes qui ont un chiffre supérieur au nombre de joueurs. Là, il va falloir que tu saches compter en romain jusqu'à 5. Fait qu'ici, toutes les cartes numérotées 3, 4 et 5, ben, je les ai enlevées du deck parce que je suis en train d'installer une partie à 2 joueurs. Ces cartes-là, je ne les verrai pas de la partie. Dans le deck qui me reste, ben, je vais brasser les cartes 1. Je vais brasser séparément les cartes numéro 2. Si j'avais des cartes numéro 3, je les brasserais séparément également. Puis je les empile en ayant le chiffre le plus bas sur le dessus du paquet. Fait que 2 sur 3, 1 sur 2, 3 sur 4, si jamais on jouait des parties à 3 ou à 4 joueurs. Quand c'est fait, ça va me donner un petit deck de cartes qui ressemble à ceci. Je vais révéler les 7 premières cartes. Le reste du paquet, je vais tout simplement le mettre proche du jeu. Et ces 7 cartes-là, ben, je vais tout simplement les mettre sur cette zone-là, qui est juste ici, qui va être en quelque sorte, mais pas en quelque sorte, qui va être littéralement mon marché d'achat pour des nouvelles cartes. Je vais également placer pas loin de la surface de jeu la carte Concordia, qui est une carte qu'on peut gagner en fin de partie. On va se garder pas très loin cette carte-ci, qui va être en grosso modo la carte premier joueur. Pas tout à fait, mais je vais y revenir. Chaque joueur va avoir une petite carte d'aide-mémoire comme ça, qui rappelle certains petits éléments du jeu. Fait qu'on va se garder ça pour chaque joueur et on va se mettre évidemment proche du jeu les ressources de base du jeu. Fait que j'ai les 5 ressources dont j'ai déjà parlé. Garde ça dans des petits plats. Et il y a finalement l'argent, les sesterces. Et l'argent de départ, ben, ça va être 5 pour le premier joueur, 6 pour le deuxième joueur, 7 pour le troisième, puis on va continuer comme ça. Ça peut aller jusqu'à 5 joueurs. Fait qu'on a différents jetons comme ça ici. Fait qu'on distribue l'argent de départ, puis quand c'est fait, tout le monde est installé, ben on est prêt à commencer à jouer. Maintenant, quel est l'objectif de Victoire à Concordia? C'est un jeu très euro de gestion de ressources, donc on va essayer de marquer des points de victoire. On est très original à ce niveau-là. Fait que tu vois la piste de points de victoire qui est autour du plateau. J'ai d'ailleurs oublié de te dire, chaque joueur a évidemment un marqueur de points de victoire qui commence sur le 0 en début de partie. Donc, au fur et à mesure que la partie va avancer, les joueurs vont placer des petites maisons, des petites colonies, des petits avant-postes sur les différentes villes du plateau. Et si un joueur place sa 15e ville, ça va marquer le dernier round du jeu. De la même façon, les joueurs vont gagner des cartes qui sont juste ici, vont acheter ces cartes-là. Si un joueur achète la dernière carte qui est dans la rivière de cartes disponibles en haut, ça va également marquer la fin du jeu. Dans tous les cas, le joueur qui a déclenché la fin du jeu va gagner la carte Concordia. Ça va indiquer clairement à tous les joueurs qu'on s'en est vers une fin de partie. Ce joueur-là va marquer un 7 points de victoire supplémentaire à la fin de la partie. C'est les cartes qu'on va avoir accumulées tout au long de la partie qui vont déterminer comment on va gagner la partie. Puis je vais revenir à la fin du vidéo pour expliquer justement ces 10 points de victoire-là, comment ils fonctionnent, mais c'est littéralement imprimé sur chacune des cartes qu'on va avoir, incluant les cartes de départ, comment on marque nos points de victoire à la fin de partie. Fait qu'on fait simplement un décompte une fois qu'on a terminé la partie, puis celui qui a le plus de points de victoire va l'emporter. Maintenant, comment se joue une partie de Concordia en tant que telle? Bien, la première chose qu'on va avoir à faire au début de partie, c'est de distribuer la carte Prefectus Magnus. Désolé si je ne le prononce pas comme il faut, je m'excuse sincèrement. Cette carte-là va être donnée au joueur qui va avoir été désigné le dernier dans l'ordre de tour de jeu. Puis c'est une carte qui va donner un bonus sur lequel je reviendrai quand je vais en parler, quand on prend une action en particulier. Comment fonctionne le tour de jeu dans Concordia? C'est étonnant de simplicité. On a chaque joueur une main de carte de 7 cartes en début de partie. Quand c'est à soi de jouer, on choisit une carte, on la joue, on fait ce qui est écrit dessus. C'est au tour du joueur suivant, puis on continue comme ça jusqu'à temps que la partie soit terminée. Les rôles sont divisés en 8 rôles différents. Les rôles des cartes. Il y a l'architecte, le mercateur, le préfet, le diplomate, le sénateur, le tribun. Et il y a certains spécialistes qu'on va aller acheter
parmi les cartes qui sont là, comme les maçons, les fermiers, les forgerons, etc., qui sont des cartes spécialistes. Les cartes qui sont en haut, c'est soit des spécialistes, soit des versions améliorées des cartes que j'ai dans la main. Par exemple, on a vu dans ma main, j'ai un diplomate, je peux acheter un autre diplomate ici qui va peut-être faire une version un petit peu plus puissante de mon diplomate. J'ai la même chose ici avec mon architecte, que je peux aller acheter plus de cartes architecte. Mais ce qui est important, c'est que les cartes que j'ai, ce n'est pas un deck building, fait que c'est pas un jeu où je vais regagner mes cartes naturellement à la fin de mon tour, je vais brasser mes cartes, je choisis la carte que je veux jouer, je la mets devant moi, fait qu'au tour de jeu suivant, j'ai une carte de moins en jeu. Puis quand je vais jouer, au tour suivant, je vais avoir une carte de moins en main. Et ainsi de suite au fur et à mesure que la partie va avancer. Fait que pour pouvoir expliquer le jeu, je vais expliquer les différents rôles. Qu'est-ce qu'ils font? Première action de laquelle je te parle, l'action de l'architecte. Fait que si je joue la carte de l'architecte, je vais la jouer dans ma zone de jeu. Elle sera donc défaussée. Je vais avoir à prendre des actions spéciales pour la récupérer. Et l'action de l'architecte me permet de faire deux choses. Premièrement, elle me permet de bouger mes colonistes. Et deuxièmement, elle me permet de construire mes bâtiments, mes petites maisons. Fait que commençons par le déplacement des colonistes. Comment ça fonctionne? Je vais gagner un nombre de points de déplacement égal au nombre de colonistes que j'ai. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 2 colonistes, je gagne 2 déplacements. Au début, on commence sur la ville de Rome. Après, mes colonistes seront sur les lignes du plateau. Fait que mon premier point de déplacement, je pourrais aller, par exemple, sur la ligne qui est juste ici. Les petits bonhommes peuvent aller sur les lignes qui sont grises, tandis que les bateaux peuvent aller sur les lignes qui sont bleues. Fait que peut-être qu'avec mon deuxième point de déplacement, je voudrais aller juste ici. Mais j'aurais tout à fait pu prendre mes 2 points de déplacement pour le même coloniste. Fait que premier point de déplacement, deuxième point de déplacement, comme ça. Je peux traverser les villes, évidemment, fait qu'avec un point de déplacement, je pourrais me rendre juste ici, ou à partir d'ici, avec un point de déplacement, aller jusque-là, mais avec un point de déplacement, je ne pourrais pas aller ici, parce que je change de couleur de ligne. Fait que disons que je suis un petit peu plus tard dans la partie, je suis rendu comme ça. Fait que ça, c'est pour l'action des colonistes, de l'action de déplacement, dis-je. Si je suis, évidemment, avec plus de colonistes sur le plateau, je gagne tout simplement plus de points de déplacement. Dans cette situation-là, le joueur bleu gagne 4 points de déplacement qu'il peut utiliser tous pour la même figure à déplacer, ou il pourrait les séparer, déplacer 2 de 2, les 4 d'une ligne, ou 3 d'une ligne, puis perdre son 4e point de déplacement, le laisser tomber. Il gère ça comme il veut. La deuxième chose que je peux faire, c'est construire. Fait que là, je vais enlever ces deux-là pour garder mon exemple. Quand je construis un bâtiment, je peux construire dans n'importe quelle ville qui est adjacente à la ligne où je me trouve. Fait que le petit bonhomme qui est juste ici peut construire ici ou ici, tandis que lui peut construire là ou là. Comment ça fonctionne? Je vais avoir 2 coûts à payer. Le premier coût que je vais avoir à payer, c'est le coût en ressources. Le coût en ressources, c'est un petit peu tricky au début, mais on finit par s'habituer rapidement. Il faut que je regarde si mon bâtiment produit de la brique ou autre chose. Si mon bâtiment produit de la brique, la ville, je veux dire, où je veux construire mon bâtiment produit de la brique, fait que si par exemple je veux construire une petite maison juste ici, mon coût en ressources, c'est 1 blé. Ça va toujours être 1 blé. Si mon bâtiment, l'endroit où je construis mon bâtiment, produit autre chose que de la brique, je vais vouloir payer plutôt une brique plus la ressource qui est imprimée sur ce lieu-là. Par exemple, si je veux construire juste ici, ça produit du blé, donc je vais payer une brique, parce que je paye toujours une brique, plus un blé, vu que c'est ça qui est demandé juste ici. Si j'avais voulu construire ici, j'aurais payé une brique, parce que ça prend toujours une brique, et un outil, parce que c'est ça qui est imprimé juste ici. Je précise, c'est important, au début ça prend un temps pour s'habituer. La seule exception à ça, c'est les bâtiments eux-mêmes, les endroits eux-mêmes qui produisent la brique. La seule ressource qui est demandée, c'est du blé. Fait que lui, j'ai pas besoin de payer de briques pour aller là. C'est le seul endroit qui fonctionne comme ça. Par contre, j'ai besoin de blé. La deuxième chose que je vais avoir à payer, c'est de l'argent. Comment je vais calculer ça? Je vais aller, ça va coûter 1 pour la ressource qui est la moins chère du jeu, 5 pour la ressource qui est la plus chère du jeu, puis je vais tout simplement monter en gradation comme ça. Fait que si par exemple, je veux construire sur un endroit qui produit de la brique, ça va me coûter 1 blé, comme je l'ai déjà dit, plus 1 sou. Si je veux construire sur un endroit qui produit du blé, ça va me coûter une brique et un blé, plus 2 sous. Une brique et un outil, plus 3 sous. Une brique et un vin, plus 4 sous. Une brique et une soie, plus 5 sous pour construire là. Et on peut construire autant que je veux dans le même tour. Fait que je pourrais dire, par exemple, je vais payer 1 sou, je vais payer 1 blé, ça me permet de construire une petite maison juste ici. Je vais payer 2 sous, je vais payer une brique et un blé, puis ça va me permettre de construire une autre petite maison ici. Et là, j'ai plus assez de ressources parce que j'ai plus assez de blé pour construire, j'ai plus assez de briques, dis-je, pour construire juste ici, mais s'il me restait une autre brique, je pourrais payer 3 sous, une brique et un outil pour aller construire juste ici. Les ressources, une fois que je les dépense, on les met tout simplement à la réserve. Et ça, c'est mon action
d'architecte. À quoi sert-elle principalement l'action d'architecte? Elle sert à préparer l'action de préfet. Fait que la deuxième carte que tu peux jouer, évidemment tu les joues dans l'ordre que tu veux, là, c'est la deuxième que je te présente, tu peux faire l'action de préfet. L'action de préfet, tu as deux options. Soit tu fais produire une province, soit tu récoltes de l'argent. Je t'explique comment ça fonctionne. Si tu choisis la première action de faire produire une province, la province doit être disponible à la production. Ce qui veut dire que tu dois voir sur cette province-là un symbole de ressources dans les tuiles que tu as distribuées en début de partie. Nous sommes en début de partie, donc toutes les provinces sont disponibles. Mais disons que je suis plus tard dans la partie et comme j'ai quelques bâtiments en Italie, j'aimerais bien faire produire l'Italie, mais que l'Italie était présentement comme ça, je pourrais faire produire dans n'importe quelle province, sauf l'Italie. Je n'ai pas besoin de posséder de bâtiments ou de colonistes dans la zone que je veux faire produire, j'ai tout simplement besoin de la désigner. Fait que là, présentement, je pourrais aller faire produire l'Égypte, même s'il n'y a personne en Égypte, juste pour gagner un petit bonus, même s'il n'y a personne, aucune maison, aucun bâtiment, aucun coloniste en Égypte. Fait que comment fonctionne l'action de production? Tous les joueurs qui possèdent des maisons dans la zone que j'ai désignée vont produire une ressource pour chaque ville ou dans laquelle ils ont un petit bâtiment. Fait que là, dans cet exemple-ci, si par exemple j'étais comme ça, je dis je fais produire l'Italie, donc je vais gagner un outil, une soie et une brique que je vais mettre dans ma réserve tout simplement. Fait que je vais prendre un outil, une soie, une brique et je mets ça dans ma réserve sur mon plateau de jeu personnel. En plus de ça, le jeton qui est désigné sur la zone que j'ai décidé de faire produire, je vais gagner la ressource qui est dessus et je vais le tourner. C'est comme ça qu'on va empêcher d'autres joueurs de produire dans cette zone-là. Super important, je précise, si mon adversaire avait eu des bâtiments, par exemple, comme ceci, en désignant l'Italie, moi je gagne les ressources que j'ai déjà nommées, les 3 ressources que j'ai nommées, mais mon adversaire, lui, gagne quand même un outil et une soie. Et ça, la production va fonctionner comme ça. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, les joueurs vont produire dans différentes zones. Et comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien qui m'empêcherait de prendre la carte de préfet pour dire je produis par exemple en Égypte parce que j'ai besoin de la soie. Comme c'est moi qui produis en Égypte, je gagne quand même la tuile bonus, je tourne ça. Puis vu qu'il n'y a aucun bâtiment en Égypte, il n'y a personne qui gagne de ressources supplémentaires. Il y a juste moi qui gagne cette ressource-là. Le joueur qui possède la carte Prefectus Magnus, quand il choisit l'action de production, le bonus de la tuile qui est juste ici, il va le doubler. Fait que là, je gagnerai 2 soies, je tournerai ça. Et ensuite, tous les joueurs vont gagner les ressources correspondant aux endroits où ils ont construit des bâtiments dans la zone que j'ai désignée. Ensuite, cette carte-là, je la passe au joueur de droite, puis ça va être lui le prochain qui va gagner ce bonus-là quand il va faire cette action-là. Fait que ça, c'est pour la partie production. J'ai dit avec cette action-là, je peux également gagner de l'argent. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, il va y avoir de moins en moins de provinces qui peuvent produire parce qu'elles ont déjà produit une fois. Fait qu'avec ma carte préfet, à la place de produire, pas en plus, à la place de produire, je peux dire je réactive toutes les provinces. Quand on réactive toutes les provinces, on gagne le nombre de sesterces qui est présentement visible sur la zone de production en haut à gauche. Fait que si je te montre ça comme ça, donc je gagnerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagnerais 8 sous et on les retourne toutes de côté. Toutes les provinces redeviennent disponibles à la production pour tous les joueurs. Donc, en résumé, l'action de préfet me permet soit de faire produire une zone. Tous les joueurs qui ont des maisons dans cette zone-là vont produire les ressources associées. Soit elle me permet de, puis en plus je gagne le bonus de la tuile qui est associée à cette zone-là et je tourne cette tuile-là. Soit elle me permet de remettre toutes les tuiles disponibles à la production, mais je gagne le nombre de sous qui est indiqué sur ces tuiles-là. Fait que ça, c'est mon action de préfet. Précision importante pour cette action-là, l'action de préfet dont je viens de parler et l'action suivante de laquelle je vais te parler, qui est l'action de mercator. J'ai un nombre limite de ressources que je peux avoir sur mon plateau personnel. En début de partie, je peux avoir juste 8 ressources parce que j'ai 4 de mes 12 cases qui sont prises par mes colonistes. Au fur et à mesure que je vais déployer mes colonistes, je vais libérer des cases. Donc, si je produis des ressources et que je n'ai pas de place pour les avoir, j'aurai à défausser des ressources pour leur faire de la place. Fait qu'en début de partie, on commence avec 6 ressources, 4 colonistes, donc on a juste 2 cases supplémentaires pour aller chercher davantage de ressources en attendant qu'on en dépense, évidemment. Ce qui m'amène à l'action Mercator. Mercator me permet de, premièrement, gagner 3 sous, 3 sesterces, et de faire des échanges qui incluent 2 types de ressources.
Fait que dans mon cas ici, il faut que je choisisse 2 ressources. Je pourrais dire que j'ai vraiment besoin de blé, fait que je vais choisir les ressources soie et blé. Donc je vais vendre 2 soies pour 14 sous. Je vais acheter, disons, 3 blés pour 12 sous. Donc je vais prendre mes 3 blés. Je vais prendre mes 2 sous pour la différence qu'il vient d'avoir. Puis en plus de ça, ben, je fais 3 sous supplémentaires à cause de la carte pour un total de 5 sous. Là, comme je suis encore associé à ces 2 ressources-là dans mon action, il n'y a rien qui m'empêcherait à ce moment-là de décider que je vais dépenser 4 sous de plus pour acheter un autre blé. Je n'aurais pas pu dire je vais dépenser 6 sous de plus pour acheter un vin parce que dans mon action de Mercator, j'ai dit que je pouvais influencer juste 2 ressources et j'ai choisi les ressources soie et blé. Fait que donc, tu vas, en faisant cette action-là, tu vas choisir généralement une ressource que tu as en bonne quantité, tu vas la vendre, puis tu vas acheter une autre ressource avec cette action-là. Tu vas acheter juste 2 ressources si tu as beaucoup d'argent ou vendre 2 ressources différentes si tu as besoin de beaucoup d'argent. Fait que tu peux vendre, acheter 2 types de ressources et gagner 3 sous quand tu fais l'action de Mercator. Action suivante que je te montre, le diplomate, qui est l'action la plus simple du jeu. Il faut juste que tu comprennes les autres actions. Ben, l'action diplomate, ce que je fais, c'est que je vais regarder la première carte qui est sur la défausse d'un adversaire et je vais la copier tout simplement. Fait que si mon adversaire vient de jouer un Mercator et je joue mon diplomate, ça me permet de copier son Mercator. Si ce qui est sur le dessus de sa défausse, c'est son architecte, ben, ça me permet de faire une action de plus d'architecte, ainsi de suite. Fait que je fais juste copier la première carte qui est sur la défausse de mon adversaire, puis ensuite, moi-même, je mets ma carte diplomate dans ma défausse. Ensuite, je te montre la carte du sénateur. La carte du sénateur, c'est elle qui va te permettre d'acheter des nouvelles cartes. Fait que je peux aller dans la rivière de cartes et acheter jusqu'à 2 nouvelles personnalités. Allons voir comment ça fonctionne. Fait qu'on s'en va complètement en haut aussi. Oh, pardon. Fait que ici, tu vois que j'ai différentes cartes et en dessous des cartes, il y a un coût en ressources qui est associé avec chacune des cartes. Fait que quand je vais acheter une carte, la première chose que je vais avoir à faire, c'est d'aller regarder le coût qui est en rouge sur la carte qui est indiquée. On va reculer ça un petit peu, c'est intense. Fait que le coût qui est en rouge. Fait que ici, pour acheter cette carte-là, par exemple, je dois payer 1 de nourriture. En plus de ce coût-là, je dois payer le coût qui est en dessous de la case où la carte se trouve. Fait que par exemple, si je vais acheter cette carte-là, ben, j'aurai à payer un outil et j'aurai à payer une soie. Si je vais acheter la carte qui est juste ici, j'aurai à payer également un outil, tel qu'indiqué en rouge, mais je vais avoir à payer une ressource de mon choix. Ça ne peut pas être de l'argent, ça doit être une ressource. Fait que disons que je paye 2 outils pour gagner ces 2 cartes-là et qu'ensuite je paye 2 ressources de mon choix parce qu'il y avait 2 points d'interaction. Je donne 2 de nourriture. Ben, ces cartes-là vont venir directement dans ma main. Fait que je vais pouvoir les jouer tout de suite après. Fait que je gagne un nouveau diplomate qui me permet de copier la carte qui est dans la défausse de quelqu'un d'autre et je vais gagner un maçon. Je vais revenir sur ces cartes-là dans 2 secondes. Dès que j'achète des cartes, on va faire glisser toutes les autres cartes vers la gauche, comme ça. Ici. Ça comme ça. Fait que c'est toutes les autres cartes qui sont vers la gauche. Et ensuite, en commençant du dessus du deck, on va remplacer ces cartes-là. Fait qu'éventuellement, on va avoir des cartes un petit peu plus efficaces quand les cartes de l'âge 2, en quelque sorte, là, vont commencer à sortir. Fait que ça, c'est pour l'action de sénateur. Je peux donc aller acheter des nouvelles cartes. Fait que les cartes les plus récentes, de niveau 2, ils vont coûter un petit peu plus cher ici. Puis si jamais les trous que j'ai faits, je vais toujours glisser vers la gauche puis les remplacer en les mettant à droite. La carte suivante que je te montre, c'est la carte du coloniste. La carte du coloniste, ben, elle va permettre justement de construire des colonistes dans mes villes, fait que dans les villes où j'ai des petits bâtiments. Ça va me coûter un blé et un outil pour chaque coloniste que je veux construire. On va coloniste c'est au pluriel, fait que si j'ai les ressources, je peux en construire plus qu'un d'un coup. Si c'est une ville qui est à la fois maritime et terrestre, c'est moi qui décide quel coloniste je construis. Ou à la place, je peux ramasser 5 sous plus 1 sou par coloniste que j'ai sur le plateau. Dans ce cas-ci, je ramasserais par exemple 7 sous. Fait que c'est une carte qui continue à être utile. Même si j'ai déjà tous mes colonistes sur le plateau. Je précise que des colonistes, tu n'en as pas dans ton deck, cette carte-là en partant. Fait que je vais avoir à en acheter pour pouvoir en avoir. Les autres cartes dont je vais parler rapidement, c'est les cartes qu'on va appeler de spécialistes. Les cartes qui sont de spécialistes, on a déjà vu une, j'en ai acheté une tout à l'heure, qui était la carte du maçon. C'est des cartes qui font produire des bâtiments spécifiquement. Fait que si j'achète la carte du fermier et je la joue, ben je produis de la nourriture dans toutes mes villes qui ont de la nourriture. Peu importe sont dans quelle zone. Et c'est juste moi qui en produis. Même chose pour le forgeron pour les outils. Même chose pour le maçon avec les briques. Fait que ça va me permettre d'aller produire davantage certains types de ressources. Il y a évidemment différents types de spécialistes selon les différentes ressources disponibles dans le jeu. La dernière carte dont je vais te parler, c'est la carte du tribun. La carte du tribun, ce qu'elle dit, ben, elle me dit, je peux aller prendre toutes mes cartes de personnalité,
gagner 1 sou pour chaque carte qui est dans ma défausse au-delà de la 3e carte. J'inclus ma carte du tribun dans le décompte. Et en plus, je peux construire un coloniste à Rome en payant un blé et un outil. C'est cette carte-là qui me permet de récupérer toutes mes cartes. Fait que disons que je suis dans cette situation-là. Comme je t'ai montré tous les exemples, je dis je joue mon tribun. Donc, je compte le nombre de cartes que j'ai dans ma défausse en incluant le tribun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 5 cartes en excédent de 3. Donc, j'ai 5 cartes supérieures à 3. Fait que ça me donne donc 5 sous. En plus de ça, je peux payer un blé et un outil pour construire l'un de mes colonistes dans la ville de Rome. Fait que lui, je vais pouvoir commencer à le déplacer à partir de ma prochaine action. Et ça fait le tour des actions que tu peux faire dans Concordia. Et la partie va continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur place sa 15e maison dans une ville du plateau ou qu'un joueur achète la dernière carte du deck de cartes. Quand ça va arriver, on va terminer le tour final. Puis ensuite, on va faire le score final pour la partie. Comment fonctionne le score final? Ben là, c'est bien particulier dans Concordia. L'une des choses du jeu vient là. À la fin de la partie, on va classer toutes ces cartes en fonction des dieux qui sont indiqués dans le bas des cartes. Fait que là, je viens d'acheter la dernière carte, qui était une carte de Mars. Et peu importe c'est quoi le rôle des cartes, là, c'est peu important, fait que je serai gardé en dessous. Je précise que le joueur qui va avoir mis fin à la partie, fait qu'il va gagner la carte Concordia, qu'on va pouvoir mettre de côté, elle va valoir 7 points de victoire. Et ensuite, on compte, selon les cartes qu'on a. Et chaque carte va avoir une façon différente de scorer. Par exemple, toutes les cartes Vesta que j'ai, qui sont juste ici, mais je vais gagner le nombre de points de victoire qui est écrit ici par tranche de 10 cestes pleines que j'ai. Fait que dans mon cas, je n'ai qu'une carte Vesta. Je vais donc gagner 1 point de victoire par tranche de 10 sous que j'ai. Si je suis né de 30 sous, je vais gagner 3 points de victoire. Mais si j'avais eu plusieurs cartes Vesta dans mon deck, si j'avais eu 3, 4, 5 cartes Vesta, mais si j'avais eu 5 cartes Vesta, j'aurais gagné 5 points de victoire par tranche de 10 sous que j'ai dans mon deck à la fin de la partie. Ensuite, je vais regarder les cartes Jupiter. Là, tu vois, celle-là, j'en ai plus des cartes Jupiter. Les cartes Jupiter vont me dire je gagne 1 point de victoire pour chaque bâtiment que j'ai qui est dans une ville qui ne produit pas de la brique. Fait que si par exemple sur mes 15 bâtiments que j'ai placés, j'en ai 10 qui sont dans des endroits qui ne produisent pas de la brique, mais chaque carte va me rapporter 10 points de victoire. Fait que là, je ferai 40 points de victoire. Si mes 15 bâtiments étaient dans des villes qui ne produisent pas de la brique, ben, je ferai 15 points de victoire par carte, parce que chaque carte me donne 1 point de victoire par bâtiment qui n'est pas dans une ville de briques. Si je regarde la carte de Saturne, la carte de Saturne me dit dans chaque province où j'ai au moins une ville, une maison. Fait qu'ici, je peux avoir jusqu'à 12 provinces différentes. Fait qu'ici, chaque carte peut marquer un maximum de 12 points. Mais si je me suis concentré dans, par exemple, 5 zones, puis que mes bâtiments ne sont pas dans beaucoup de zones différentes, ben, je vais juste marquer 5 points par carte. Ensuite, je vais aller regarder la carte du Mercator. La carte du Mercator, qui est la carte de Mercure, en fait, qu'il fallait que je regarde dans le bas de la carte. Chaque type de ressources que je produis, là, on voit, il y a tous les petits symboles de ressources ici en bas à droite. Fait que chaque type de ressources que je produis avec mes maisons, je vais marquer 2 points de victoire, pour un maximum évidemment de 10, parce qu'il y a 5 types de ressources dans le jeu. Fait que si je produis 4 des 5 ressources, chaque carte Mercure que j'ai à la fin de la partie va valoir 8 points. Les cartes Mars ont rapport avec le nombre de colonistes que j'ai sur le plateau. Fait que chaque coloniste que j'ai va me valoir 2 points de victoire. Fait que si je finis avec mes 6 colonistes sur le plateau, chaque carte Mars que je possède va me rapporter 12 points de victoire. Et ensuite, j'ai les cartes de Minerva, où là, va me donner des points de victoire en fonction d'un type de ressources particulier. Fait que cette carte-là me dit, par exemple, pour chaque bâtiment, chaque petite maison que j'ai sur un endroit qui produit de la brique, va me valoir 3 points de victoire. Chaque bâtiment que j'ai sur un endroit qui produit du vin va me valoir 4 points de victoire. Ainsi de suite. Puis on va continuer comme ça, puis on va juste additionner. Fait que le cœur du jeu va être principalement là. Il faut maîtriser ces cartes-là, puis il faut bâtir sa stratégie, pas seulement en fonction des actions qu'on veut faire, mais en fonction des points de victoire qu'on veut marquer. Si j'achète beaucoup de cartes Mars, je vais essayer de déployer tous mes colonistes. Si j'achète beaucoup de cartes Saturne, je vais essayer d'avoir des petites maisons présentes sur le plus de zones différentes possibles. Si j'achète beaucoup de cartes Mercure, ben, je vais essayer de produire un grand nombre de ressources différentes, ainsi de suite.
Jupiter, je vais essayer d'avoir mes maisons sur des endroits qui ne produisent pas de la brique, parce que je vais marquer davantage de points de victoire. Vesta, je vais essayer d'avoir beaucoup d'argent en fin de partie. Puis Minerva, ça va dépendre des cartes que je vais acheter, selon le nombre de types de ressources que j'ai, en fonction de la valeur que la carte me donne. Fait qu'on fait juste tout additionner ces points de victoire-là. Celui qui a la carte Concordia rajoute un 7 points de victoire, et celui qui a le plus de victoires l'emporte. Le plus de points de victoire l'emporte. Donc voilà, c'était le jeu Concordia. J'espère que ça t'a aidé à comprendre comment le jeu fonctionne. Fait que maintenant, qu'est-ce que je pense de Concordia? Mais d'abord, au niveau de ses composantes, il fait dur. Le visuel du jeu, c'est très terne. C'est toutes des couleurs primaire, relativement, il n'y a rien de très détaillé, il n'y a pas beaucoup de graphisme. Les plateaux personnels des joueurs sont ennuyants, le visuel sur les cartes est relativement ennuyant. Les composantes, les jetons, ça a de l'allure. Les jetons d'argent, les jetons de ressources, les jetons de colons. C'est des petits jetons en bois, c'est bien fait, sauf l'argent qui est en carton, mais sinon, c'est des jetons qui sont bien faits. Le livre de règles est correct, là, mais la première fois, tu as l'impression qu'il te manque des règles parce qu'il est littéralement 3 pages. Le livre de règles est extrêmement simple parce que les règles se situent principalement sur les cartes. Fait que le livre de règles, c'est vraiment un petit aide de jeu pour te dire comment installer le jeu. Puis ensuite, c'est un résumé de comment les cartes fonctionnent. C'est tout. Puis là, on dit le tour de jeu, littéralement, là, il est ici. Là. C'est jouer une carte, puis après, c'est au tour de l'autre. Puis fait qu'après, on va lire la description des cartes. C'est tout. Fait que, au niveau des composantes, il est correct. Là où le jeu a une force, selon moi, sur les composantes, c'est qu'il y a beaucoup de plateaux modulables. Quand je dis modulable, c'est qu'on peut changer de plateau pour changer la disposition des ressources, changer la rareté de certaines ressources, des trucs comme ça. Sur le plateau que vous avez vu, c'est l'Europe au complet, avec la Méditerranée. Sur l'autre côté du plateau, il y a spécifiquement juste l'Italie, fait que les zones ne sont pas découpées de la même façon, on ne se déplacera pas de la même façon, il n'y aura pas autant de ressources sur le plateau, fait que selon le nombre de joueurs qu'on a, on peut choisir un plateau qu'on a plus de latitude ou qu'on a moins selon ce qu'on préfère. Il y a beaucoup d'extensions qui existent qui vont apporter toujours des nouveaux plateaux, un peu à la Ticket to Ride, là, qui vont amener des nouveaux plateaux qui vont aider la rejouabilité du jeu en variant la disposition initiale du jeu. Fait que ça, c'est pour les composants. Au niveau du gameplay, la première chose que je dirais, c'est que si tu es un amateur de jeux euro, je ne pense pas que tu pourrais ne pas aimer ce jeu-là. C'est un jeu qui est extrêmement riche dans sa simplicité. Je vais tenter de m'expliquer. Premièrement, il faut que tu aimes les jeux de gestion de ressources. C'est principalement que tu essaies de calculer comment je vais placer mes différentes pièces sur le plateau, mes maisons, déplacer mes colonistes sur les différentes lignes de déplacement du plateau pour dire, OK, j'ai besoin de telle ressource pour pouvoir construire telle maison, aller déployer telle coloniste qui vont me permettre de me donner telle ressource, etc., etc. Au début, tu n'as pas beaucoup de place pour placer tes ressources, tu as juste 8 cases disponibles sur ton petit plateau personnel. Comme ça, puis éventuellement, tu veux déployer des nouveaux colonistes. Un, pour qu'ils puissent se déployer plus rapidement puis aller sur les extrêmes du plateau, te donner accès à des nouvelles ressources, tout ça. Puis deux, tu veux déployer tes colonistes pour gagner de la nouvelle place, plus d'espace pour pouvoir avoir plus de ressources te permettant de faire plus de choses. Fait qu'il faut que tu aimes les jeux de gestion de ressources, tu vas beaucoup calculer dans ta tête. Mais le jeu, là où il y a toute son originalité par rapport à d'autres jeux euro, c'est dans sa gestion de la main de carte. Tout le monde commence avec les 7, je pense que c'est 7 mains de cartes en main. Et tu vas essayer d'acheter des nouvelles cartes. La grande majorité des cartes, c'est les mêmes cartes que celles que tu as déjà en main, mais dans des versions peut-être améliorées. Par exemple, le marchand peut te donner 5 sous au lieu de 3 sous, en plus de permettre de te faire des échanges, ou peut-être qu'il va te permettre de te faire des échanges entre 3 ressources plutôt qu'entre 2, des trucs comme ça. Et avec ces nouvelles cartes-là que tu vas aller acheter au fur et à mesure que la partie avance, tu vas regarder les actions qu'elle te donne. J'ai beaucoup de bâtiments qui produisent du blé. J'aimerais bien ça aller chercher le fermier qui va me permettre à moi de faire produire tout mon blé, puis sans que les autres produisent le leur aussi. Mais en plus de ça, tu vas regarder comment elle score cette carte-là en fin de partie. Si j'achète beaucoup de cartes, je m'en rends pas trop compte, puis là j'achète plein de cartes Mars parce que je les ai achetées pour les actions. Mais je fais comme, OK, Mars, il faudrait que je commence à m'étendre sur différents territoires ou différents colonistes. Mars, je suis plus certain. C'est Saturne et territoires Mars et les colonistes que ça me prend. Fait que si j'achète beaucoup de cartes Mars, puis je suis à la fin de la partie, puis j'ai juste déployé 3 colonistes parce que ça faisait mon affaire, ben là je dis, OK, mes cartes Mars, ils me marqueront pas beaucoup, ils m'ont aidé pendant la partie, mais il faut que je m'arrange pour qu'ils scorent des points. Fait que tu vas vraiment regarder toujours la proportion de cartes que tu as dans tes mains des différents types, puis tu vas gérer ta stratégie en fonction de ça. Peut-être que tu vas commencer avec une carte de chacun des types, soit dit en passant, parce que tes cartes de départ sont séparées entre les différents icônes. Mais après, les autres que tu vas acheter, tu vas toujours avoir à penser à ça.
qu'est-ce que cette carte-là me permet de faire dans le jeu et comment cette carte-là va marquer à la fin de la partie. Puis ton score est secret. En fait, tu le calcules juste une fois à la fin de la partie. Fait que ça peut être assez difficile de calculer les autres, qu'est-ce qu'ils vont avoir, parce que tu ne te rappelles pas ce qu'ils ont acheté nécessairement pendant la partie. Tu peux voir, lui, il est déployé partout, mais finalement, s'il n'y a pas de carte Saturne dans son deck, ou presque pas, ben, qu'il soit déployé partout, il ne marquera pas tant de points que ça à cause de ça. C'est pas un jeu que tu marques des points pendant la partie. Tu les marques tous à la fin de la partie. Donc, le score peut être secret, puis des fois, ça peut être des bonnes différences de score à la fin de la partie, mais au moins, tu n'as pas eu l'impression nécessairement pendant la partie que tu te faisais dévisser. Tu l'apprends juste à la fin, fait que c'est déjà un peu moins peu. Fait que c'est un jeu très 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 euro dans ses mécaniques, puis je le précise, je le souligne, c'est important, tu brasses pas tes cartes dans ce jeu-là. Tu les joues dans le sud de l'autre, dans ta défausse, puis il y a une carte que quand tu la joues, tu gagnes de l'argent, tu récupères toutes les cartes que tu as jouées. Puis c'est toi qui décides quand tu la joues, cette carte-là. Fait que je peux jouer mon architecte, puis j'en ai besoin encore, prendre ma carte tribun, je récupère mon architecte, puis je rejoue mon architecte le tour d'après. Tu peux faire ça si tu veux. Vu que tu joues juste une carte, les tours sont généralement assez rapides. Fait que même à 3, à 4, j'ai joué, je pense, à tous les comptes de joueurs. J'ai jamais joué à 5, j'ai joué à 2, 3, 4. Les parties ont toujours été assez rapides. Il est assez facile à expliquer. Il s'apprend naturellement bien. J'aime beaucoup la façon dont tu gères ta production. Fait que tu peux essayer de t'étendre là où tu as des adversaires, parce que s'ils produisent, ils vont te faire produire toi aussi. Ils vont vouloir faire produire le bâtiment. Tu peux essayer de t'isoler dans ton coin. Mais là, si les autres produisent, ils vont être isolés dans leur coin aussi. Fait que s'ils produisent, tu n'en profiteras pas. La façon dont tu vas récupérer de l'argent, je vais réactiver tous les bâtiments de production en flippant tous les jetons, je vais ramasser de l'argent. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts ce jeu-là, à part peut-être son aspect visuel. Il y a un aspect comme un peu vieillot, peut-être que certains aimeront ça beaucoup. Je trouve ça relativement ordinaire. Je trouve pas laid, mais je le trouve pas particulièrement attirant. C'est pas un jeu que quand tu passes à côté, tu vas vouloir jouer une partie parce que tu le trouves spectaculaire. Par exemple, au niveau de ses mécaniques, il est spectaculaire. Je ne l'ai jamais fait jouer à quelqu'un qui ne l'a pas aimé. Et même, j'irais plus loin que ça, la plupart des gens à qui je l'ai fait jouer, ils étaient instantanément tombés dans leur meilleur jeu euro, meilleur jeu de gestion de main de carte, ou meilleur jeu de gestion de ressources pour ceux qui aiment ça. Et même j'ai des gens autour de moi qui sont pas particulièrement friands de jeux euro. Celui-là, ils l'ont aimé parce qu'il s'apprend bien, même s'il y a une grande profondeur au niveau de sa stratégie. Dernière chose peut-être que je vais dire, c'est qu'on te suggère une variante dans le livre de règles si tu joues avec quelqu'un qui n'a jamais joué, qui est dans ses premières parties, c'est de faire un score de mi-partie. Les premières fois quand tout le monde va avoir joué sa carte tribun pour la première fois, fait qu'on va vérifier qui joue sa carte tribun, puis quand tout le monde a joué sa carte tribun, donc récupère ses cartes, puis que c'est le dernier joueur à l'avoir fait qui le fait, ben on va procéder à un score. Fait que là, ça va permettre aux joueurs, pendant la partie, de faire une espèce de score après quelques tours de jeu pour voir un petit peu comment ça va fonctionner. Fait que là, on va dire, OK, mets tes cartes devant toi. Fait que là, tu vois, Vesta, c'est chaque tranche de 10 points que tu as. Tu as combien? Tu as 20 sous, fait que Vesta, tu as 2 cartes Vesta, fait que tu fais 4 points. Après, tes cartes Jupiter, c'est le nombre de bâtiments que tu as sur des endroits qui ne produisent pas de la brique. Tu as 4 bâtiments qui ne produisent pas de la brique, tu as 2 cartes Jupiter, tu fais 8 points. Puis là, tu vas continuer comme ça. Fait que là, la personne, ça va lui permettre, puis comme dans ton deck de départ, tu as une carte de chaque type de dieu, ben ça va te permettre de scorer toutes ces cartes-là. Ça va te permettre de t'acclimater à la façon de marquer des points de victoire pour que tu ne sois pas complètement renversé par ça en fin de partie. Parce que par expérience, c'est l'aspect qui est complexe du jeu, c'est comment tu vas scorer tes points à la fin de la partie. Le jeu se joue de façon très très fluide, très très facile, mais ça peut arriver à un joueur débutant ou qui n'est pas habitué dans les jeux euro, qui est moins habitué, qu'il joue une très bonne partie, mais il n'a pas trop pensé à ses cartes de points de victoire, fait qu'il est très fort dans des aspects qu'il ne marque pas beaucoup, puis il n'est pas fort dans les aspects qu'il aurait dû être pour pouvoir marquer beaucoup. Il est répandu partout, mais il n'y a pas de carte Jupiter, puis tous ces bâtiments sont sur des types de ressources différentes, sauf la brique, mais il n'y a pas de carte de Jupiter, je viens d'inverser, mais bref. Vous aurez compris le principe. Il faut faire attention avec les cartes qu'on a, comment on va se positionner sur le plateau avec nos différentes ressources, bâtiments et colonistes, pour être capable de marquer un avantage, un maximum de points de victoire. Fait que moi, c'est un jeu vraiment que j'adore. À chaque fois que je joue, il monte de quelques rangs dans mon top de tous les temps. Je pense que je l'avais mis dans le top 40 ou 50 la dernière fois. Là, il serait facilement dans le top 30, probablement si c'est pas top 20. Probablement un de mes 6-7 jeux euro préférés à vie, qui s'accote avec les Anachronie, Tricarion de ce monde pour moi, mais en beaucoup plus simple. Fait qu'il est très très accessible, sa force va être là. Sur ça, j'espère que ça t'a permis de découvrir, si tu ne connaissais pas déjà le jeu Concordia, de savoir, de te permettre de préciser des informations sur le jeu. Moi, je vais te laisser. Avant de te laisser, comme d'habitude, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à venir nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram. Et pourquoi pas, venez nous supporter sur Patreon pour que l'on tente
de continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention. À toi.